Septième épisode de la série Uber Files. Uber Files, vous vous souvenez, c'est ce scandale révélé en juillet dernier par un consortium de journalistes grâce à un lanceur d'alerte, un ancien lobbying d'Uber, et qui montre à quel point Uber a usé d'un lobbying très agressif. Et à l'époque, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, était très favorable à ce modèle-là. Écoutez ce que le Premier ministre Manuel Valls pense d'Uber à cette époque-là. Uber, à l'évidence, a eu des pratiques. Nous n'avons pas attendu là les révélations. Uber a donc eu des pratiques et un comportement à la hussarde, en choisissant une politique du fait accompli et avec peu d'égard pour notre droit. La concurrence fiscale déloyale avec des entreprises qui ne paient pas l'impôt en France, pas être non plus notre tasse de thé. Le développement de la plateforme Uber et aussi notre plateforme Uber Pop crée un bazar pas possible et beaucoup de mobilisation des taxis contre les chauffeurs VTC à cause de cette concurrence déloyale. Et tout le gouvernement n'est pas d'accord sur l'attitude à avoir. Dans un gouvernement où il y avait deux lignes. La ligne défendue par Emmanuel Macron et la ligne que je défendais avec Bernard Cazeneuve. Pour être très précis, Emmanuel Macron ne cachait pas ses convictions. Mais les positions que je défendais ont toujours reçu un arbitrage favorable de la part du Premier ministre et de la majorité de l'Assemblée nationale. Vous venez d'entendre Alain Vidalies, qui est le ministre des Transports de l'époque, qui vous présente sa position et la position de Cazeneuve, qui n'est pas alignée sur celle d'Emmanuel Macron. Et écoutez ce qu'en dit Cazeneuve, justement, d'Uber. J'étais ulcéré par le comportement d'Uber. Je ne pouvais pas accepter, comme ministre de l'Intérieur, que des sociétés étrangères viennent sur le territoire national alors qu'ils n'y payaient aucun impôt et j'ai rarement des charges sociales pour imposer un droit qui était conforme à leurs intérêts, en bafouant aux yeux de tout le monde le droit voté par le souverain et dont l'État avait en charge l'application. Il n'y a pas eu de deal auquel j'ai participé sur ce sujet parce qu'il n'y a pas de deal à avoir avec des acteurs qui, au motif qu'ils étaient financièrement puissants, estimaient qu'ils avaient à se placer au-dessus des lois. Mais de quel deal parle l'ancien ministre de l'Intérieur, Cazeneuve? Eh bien écoutez, Marc Magan, qui était l'ancien lobbyiste d'Uber, qui a été justement lanceur d'alerte sur toute l'affaire. En dehors d'Uber Pop, parce qu'on a effectivement retiré ce service du marché à la fois sous la pression que Bernard Cazeneuve m'a mis personnellement, mais aussi parce que le ministre de l'économie a trouvé, on parle de deal, mais je n'aime pas ce mot, mais nous a fait comprendre que si on arrêtait ce service illégal, que le type de formation minimale qu'on demandait, qu'il allait l'obtenir pour nous. En fait, Macron a bien fait un deal avec les dirigeants d'Uber, mais les ministres de l'époque n'étaient pas au courant à quel point Macron avait tant de liens avec les dirigeants d'Uber. Je connaissais les convictions, je ne connaissais pas les connivences. Je ne peux pas utiliser d'autres mots pour qualifier ce que j'ai découvert. C'est pour ça que je pense, je l'ai dit à la fin de mon propos liminaire, qu'il faut peut-être renforcer les dispositifs sur la transparence et notamment des activités gouvernementales. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait vraiment un contexte idéologie dominante, ultralibérale, disruption en faveur de la logique de ce capitalisme de plateforme. Et le gouvernement ne sait pas trop où il met les pieds. Et d'ailleurs, les deux députés consécutifs, M. Thévenoud, M. Grand-Guillaume, qui vont être sollicités pour faire la médiation entre les taxis et les VTC, vont nous le dire. Le gouvernement ne sait pas trop où il va. Et il y a du coup un certain échec de la gauche face à cette volonté des plateformes de casser, de se passer du code du travail. Que faire, comment légiférer? Je regrette vraiment que dans cette période, nous n'ayons pas su rappeler, dans ce débat où l'opinion publique était en sens inverse très favorable à Uber, que le salariat était une conquête. Le salariat, historiquement, c'est une conquête pour répondre à la précarité des tâcherons. Et que finalement, ce soi-disant nouveau monde, devant nos yeux, était en train de réinventer des recettes sociales qui finalement appartenaient à un monde très ancien. Maintenant qu'on a un peu plus de recul quand même sur la situation et qu'il y a en plus toutes ces décisions de justice qui montrent bien qu'en fait les plateformes elles exploitent des faux statuts d'indépendants et qu'en fait il y a un lien de subordination et qu'il faudrait requalifier en salarié, alors on fait quoi? Nous avions sur ces sujets engagé toute une série d'actions qui ne concernaient pas d'ailleurs que la présomption de salariat mais aussi les travailleurs détachés. Bon, les choses là aussi ont beaucoup progressé. Un travail était engagé au sein de l'Union européenne. La jurisprudence française était contradictoire, elle était incertaine, elle introduisait de l'insécurité juridique. Que le Parlement européen a complété la proposition de la Commission en introduisant une disposition à laquelle je souscris totalement, qui est la présomption de salariat. Et oui, il faut savoir que la Commission européenne et le Parlement européen ont pris position en faveur d'une directive présomption de salariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les plateformes, elles requalifient en salariés, ou bien c'est à elles de démontrer qu'elles ont affaire à des vrais indépendants. Et ça, je salue le travail de notre députée européenne, Leila Chabi, et je vous invite à regarder l'épisode 5. Sauf qu'il y a un pays qui, au niveau du Conseil de l'Union européenne, essaye de torpiller cette directive présomption de salariat. Et c'est quel pays? C'est la France. Il est clair que le Conseil essaye un peu d'affaiblir
la directive, notamment l'aspect présomption de la directive. Sachez qu'il y a une tribune de travailleurs de 16 organisations différentes, de 9 pays différents de l'Union européenne qui interpellent les États membres pour leur dire mais soutenez cette directive ou bien dites-nous pour qui vous roulez, pour les travailleurs ou bien pour Uber. Et la France, elle pourrait jouer un rôle positif déterminant. La position de la France est essentielle dans ces négociations. Quand vous êtes à Bruxelles dans ces négociations, la position de la France compte. Et donc la France compte en Europe. Que ce que va dire la France peut être déterminant. Je trouve qu'il vaut mieux dire les choses clairement, ce que ne fait pas le gouvernement français. Et oui, la France, forte de son histoire particulière, de toutes les conquêtes du mouvement ouvrier, pourrait défendre une position en faveur de la présomption de salariat. Mais en fait, la France fait l'inverse. Écoutez ce qu'en dit M. Schmitt, qui est justement le commissaire européen en charge du dossier. La France, dans les discussions en cours, défend une position qui notamment fait état d'une demande, d'une dérogation assez généralisée. Bon, ce qui confirme un peu ce que vous dites, c'est une présomption d'indépendance. Mais en fait, la présomption d'indépendance, ça veut dire que je donne raison a priori à la plateforme. Je crois qu'il y a une question très simple. Ou bien il y a subordination, il n'y en a pas. Ça, c'est la première question. S'il y a subordination, il y a relation salariale. Parce qu'on ne va pas maintenant jeter aux orties un droit du travail qui a été construit des décennies, voire plus, pour plaire aux plateformes. Comment expliquer que dans les 300 jugements qui ont été prononcés par des cours, une extrême majorité sont tous allés dans le sens d'un statut salarial. Donc je crois aussi que foncièrement c'est une question de justice sociale et de rétribution équitable d'un service rendu et du travail. En fait, la France veut torpiller cette directive présomption de salariat en rajoutant plein de critères, y compris en exemptant les pays qui auraient soi-disant un dialogue social d'application de cette directive. Et écoutez ce qu'en dit Olivier Dussopt, qui est quand même notre ministre du Travail. Et le choix que nous avons fait, celui plutôt de la présomption d'indépendance. Ouais, en fait, cette présomption d'indépendance, franchement, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que les travailleurs, ils sont obligés d'aller au prud'homme, devant les tribunaux, pour démontrer qu'ils sont dans un lien de subordination, pour essayer de plaider la requalification de leur statut en salarié. Non, ce qu'il faut, c'est cette directive européenne de présomption de salariat. Alors ce qu'on exige, c'est qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale pour que la position de la France qui sera défendue au sein du Conseil de l'Union européenne fasse l'objet d'un débat transparent assorti d'un vote. Écoutez ce que dit Cazeneuve justement de ce débat. Il n'y a pas de débat dans cet hémicycle qui soit inutile et ces questions me paraissent suffisamment essentielles pour que le Parlement comme celui de notre pays puisse être amené à en débattre. Ces sujets sont fondamentaux pour éviter leur exploitation par des acteurs dont on a mesuré le cynisme. Voilà, Cazeneuve aussi pense qu'il faut un débat, qu'il n'y a pas de débat inutile à l'Assemblée nationale. Alors c'est pour ça que l'on demande, au nom de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution, qu'il y ait bien un débat à l'Assemblée nationale assorti d'un vote sur la position de la France concernant cette directive européenne. Il y a d'autres pays qui ont eu des débats, je vais vous les donner. Le Danemark, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Ils ont débattu dans leur sein et se sont prononcés sur cette directive. Donc exigeons la démocratie. Et il y en a marre de ce gouvernement qui dirige avec le 49.3. Et franchement, cette phrase, elle est vraiment très vraie. Ministre minoritaire ou président autoritaire, Macron roule toujours pour Uber. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien vous faites un petit like, vous le partagez, puis n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents. Et attention, le prochain épisode, ça va être du lourd, parce qu'on va auditionner Monsieur Beaune, Monsieur Dussopt, Madame Borne, les ministres actuels et les dirigeants d'Uber.